Et donc, Guy Tenenbaum, est-ce que l'expérience qui est la vôtre, vous avez, à part finalement votre chaîne YouTube et puis ce genre d'entretien, est-ce que vous avez eu des articles dans la grande presse ou pas? Et surtout, est-ce que vous avez essayé d'informer les autorités, ou que ce soit, de votre situation et de l'évolution tout à fait singulière qui a été la vôtre? Alors, ma politique, là-dessus, si on peut parler de politique, c'est comme Laurent Schwartz, vous avez peut-être remarqué qu'il rejette tout ce qui est participation financière, tous les gens qui veulent l'accaparer, j'allais dire, pour vendre quelque chose ou pour profiter de son savoir. Son traitement métabolique a été mis sous brevet. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend l'acide lipoïque, on prend le Garcinia cambogia, on change un peu, on groupe tout ça, et hop, on fait un brevet pour un truc qui n'est autre que la même chose. Et donc ça, il s'est toujours refusé à ce genre de choses. Et moi, dans la foulée, j'irais dire, mon but, ça a été de me sauver moi-même, bien sûr, et de sauver les autres. Jamais une seconde, j'ai voulu faire concurrence à Big Pharma et devenir milliardaire en me sauvant de mon cancer. Non, au contraire, j'ai voulu, dès le début, donner à la France et aux États-Unis mes découvertes, que je mets toujours entre guillemets, parce que mes découvertes, c'est simplement un ensemble de choses que j'ai trouvées avec des heures et des heures et des heures d'études, de recherches sur Internet, sur Google, etc. Oui, parce que rappelons que vous êtes français et que vous vivez depuis 20 ans aux États-Unis. Et de ce fait, je n'ai jamais, jusqu'à présent, cherché à contacter, j'allais dire, des médias de manière à me faire entendre. Je cherchais uniquement, et j'ai écrit depuis juillet à tous les organismes officiels en France et aux États-Unis, à plusieurs reprises, au président Donald Trump, au président Macron, à son épouse, parce qu'on m'a dit qu'en France, elle est peut-être plus accessible que lui. Vous avez écrit au ministre de la Santé? Au ministre de la Santé, Madame Buzyn. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien là, j'ai eu une réponse parce que j'ai dit qu'en France, dans les hôpitaux français, on assassine les patients du cancer. On leur donne le matin une chimiothérapie, une radiothérapie, et après, pour les récompenser, on leur ramène une grosse glace, des frites, de la viande bien rouge, cancérigène, etc. etc. On les nourrit comme si ça n'avait pas d'importance, et on leur dit, et on vous répond, quand vous agressez là-dessus les personnes, on vous répond, il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas de preuve. Oui, mais ce à quoi moi je réponds, et il n'y en aura jamais, puisque vous ne ferez jamais de test. Puisque ça va rapporter à qui? Ça va de tester si effectivement, si on donne du sucre, mais ôtez-moi de doute. Je leur dis, quand vous faites une scintigraphie, quand vous faites un scanner, vous injectez bien du sucre radioactif pour que les cellules du cancer réagissent. Et après, vous dites qu'il n'y a pas d'évidence. Ça ne tient pas le coup. C'est aussi simple que ça. Oui, si effectivement les cellules cancéreuses réagissent au sucre, c'est bel et bien qu'elles sont intéressées par le sucre. Et que donc... Voilà. Alors on dit, mais non, on ne met pas que du sucre. On dit, ok, qu'est-ce que vous mettez? Alors, donnez-moi ce que vous mettez dans l'injection, de manière à ce que je vérifie et que je puisse savoir si je peux faire ma scintigraphie tout de suite. Si c'est vrai ce que vous me dites, qu'il n'y a pas de sucre, eh bien je la fais tout de suite. J'ai jamais eu de réponse. Qu'est-ce que vous a répondu la ministre de la Santé, donc, du coup? Alors, elle m'a répondu que ma lettre, c'est de la diffamation, et dans le premier chapitre, et deuxième chapitre, néanmoins, nous sommes très intéressés par connaître ce que vous faites exactement. J'ai demandé
au directeur national de l'INCA, au directeur général de l'INCA et au directeur général L'Institut national du cancer et au directeur général du ministère de la Santé de vous recevoir de manière à ce que vous puissiez décrire exactement ce que vous faites. Et vous n'avez pas été reçu? Je n'ai pas encore été reçu, je n'ai toujours pas reçu. Alors on m'a demandé, j'ai reçu un deuxième courrier qui me demande plus d'explications. On a répondu à de nombreuses reprises. Mon collaborateur, oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, j'ai créé 2 associations loi 1901, l'une qui s'appelle Survivre au cancer, l'association française, et l'une qui s'appelle Survive from Cancer, l'association américaine. C'est une non-profit. Et pour l'instant, rien. Donc personne ne vous reçoit en fait. Personne ne me reçoit. Est-ce que vous pensez que c'est parce que ils estiment que vous êtes quelqu'un de pas sérieux? Pas une seconde, je le pense. Pas une seconde que je le pense, et je le sais. Je le sais parce que au début, quand j'ai créé mon site, j'ai eu des réactions. Je l'ai créé en janvier, quelque chose comme ça. Et j'ai eu des réactions dès février. Mais ça n'existe pas, vous avez un cancer en phase terminale, vous allez mourir, point final, ce genre de truc. Il dit, vous êtes un charlot, ou alors vous mentez. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, qu'une seule manière. Je vais publier les résultats de l'hôpital de Miami. Je vais publier les résultats de l'hôpital de Strasbourg et je vais publier les résultats de la clinique espagnole à Palma qui disent tout que j'ai un cancer phase 4 qui vous reste quelques mois. Non, ça ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas, mais... Oui. Mais tout le monde le sait. Si vous allez sur Internet, vous voyez la durée de vie que vous avez quand vous avez tel ou tel cancer. Et donc, bon, ben, on voit bien, au fur des mois, au fur et à mesure des mois qui passent, on voit mes améliorations qui sont incontestables. Qui sont documentées. Qui sont documentées, et c'est ce que m'a demandé justement le professeur Thomas Seyfried de documenter pour pouvoir faire la thèse ou le livre qu'il compte faire sur moi, sur mon expérience, sur mon... Et qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui disent « Ah, mais même si tout cela est vrai, puisque vous avez donc publié des documents qui attestent de votre amélioration, même si tout ça est vrai, c'est un cas très particulier, il doit avoir une bonne constitution, il doit avoir des bons gènes, etc. etc. Voilà. Oui, qui essaye de lutter contre l'évidence. Enfin, ce que vous appelez l'évidence. L'évidence que vous pouvez voir sur mon site. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Eh bien, je réponds, allez sur mon site. Et vous allez voir le nombre de gens qui m'écrivent qu'ils font ce que je fais et que ça va mieux, que leurs métastases ont disparu, que si, que ça va mieux. J'en ai tous les jours. Et moi, comme je ne suis pas médecin... Vous avez le droit de dire beaucoup de choses aussi. Oui, mais je n'ai pas le droit de donner des conseils. Donc les seuls conseils que je donne aux gens sont alimentaires. Et sinon, vous avez le droit de dire, sans donner des conseils, vous avez le droit de dire ce que vous avez fait. Exactement. Et donc, je précise très clairement, et j'ai mis ce qu'on appelle un disclaimer en anglais, qui dit ce que je dis, c'est ce que je fais, c'est ce qui me réussit, c'est ce qui marche pour moi. Si vous voulez me copier, ne le faites pas. Sans avis. Sans avis médical. Ça, c'est pour vous protéger. C'est pour me protéger. Les gens ne sont pas dupes. Je ne suis pas dupe. Personne n'est dupe. Mais je me protège. Je me protège et je ne veux pas que quelqu'un vienne dire demain... Que vous exercez illégalement la médecine. Exactement, ce qui n'est en aucun cas le cas. Je ne demande pas un sou à personne. Je réponds à tout le monde. Et je réponds quand on me dit, voilà, ma sœur est en train de mourir, on l'a foutue dehors de l'hôpital, on lui a dit qu'elle a 3 semaines à vivre. J'ai eu hier encore un cas comme ça. Je lui ai demandé de m'en dire un peu plus, je ne vais pas dire de me donner toutes ces informations, mais je veux dire de manière à ce que je puisse dire. Et moi, je réponds, si c'était ma mère, quand c'est ma mère, ou si c'était ma sœur, voilà ce que moi je ferais.
Mais demandez l'avis à votre oncologue. Voilà. Et Guy, donc pour conclure, quelle leçon tirez-vous du fait que, alors vous avez très très sensiblement amélioré votre état, les tests des mois à venir vont sans doute le prouver de manière éclatante, mais surtout vous avez aussi prouvé qu'on ne voulait pas vous écouter. Oui. À votre avis, pourquoi on ne veut pas vous écouter? L'argent. Le cancer est une mine d'or. On peut, à mon avis, le soigner. On peut prolonger la vie des gens. Et on ne veut pas. On ne veut pas parce que c'est plus rentable de vendre des traitements dont on connaît l'échéance, dont on connaît la fin de vie des gens. Il suffira d'aller sur Organisation mondiale de la santé, les statistiques officielles, qui disent que, par exemple, pour mon cancer, depuis 1950 jusqu'à ce jour, 70 ans, il n'y a pas eu la moindre amélioration. Et quand je dis toujours le même nombre de morts. De morts, voilà. Et quand je dis ça, oui, mais la population, elle a augmenté, mais que si... Et je réponds, l'Organisation mondiale de la santé, c'est des idiots. Vous savez, vous croyez pas qu'ils ont pondéré les chiffres? Bien sûr, ils les ont pondérés d'ailleurs. Évidemment, évidemment. Alors, répondre des âneries à des choses, à des évidences, c'est nier. C'est une piètre défense. Ouais. Voilà. Donc vous pensez qu'il y a des questions d'argent en jeu, de l'industrie sans doute pharmaceutique, mais est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une crispation du corps médical officiel sur ce qu'ils ont toujours pratiqué? Ils ont appris et ils ne veulent pas. Mais ça, c'est extraordinaire. J'ai vu 4 oncologues qui ont pu constater mes progrès. Il n'y en a pas un seul qui a voulu savoir ce que je fais. Pas un seul. Et je tendais la perche. Et ils me disaient, ah, vous avez vu, hein, le Zytiga, ça marche bien. Oui, ça fait 6 mois que j'en prends plus. Ah bon? C'est tout. Et vous savez comment j'ai remplacé le Zytiga? Tout bêtement, en réfléchissant. Le Zytiga est censé empêcher la testostérone. Et vous avez fait votre... Oui, non mais hormis ça, puisque même sans le faire, je me suis dit, le Zytiga empêche la testostérone, parce que mon orchéotomie, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était avant, c'était avec le Firmagon. Le Zytiga empêche la testostérone. Ok. Quand j'étais jeune, je suis plus jeune que vous, plus âgé que vous, j'ai 68 ans, on avait des maîtresses de temps à autre qui avaient de la barbe. Et aujourd'hui, des femmes à barbe, vous en voyez encore beaucoup? On n'en voit plus. Pourquoi? Parce qu'elles ont trouvé comment faire. Elles ont trouvé comment faire parce qu'il y a des médicaments. Et ces médicaments, c'est quoi? Si vous regardez ces médicaments, c'est de la menthe. Et moi, je prends du thé vert mélangé à des feuilles de menthe fraîches. Voilà. Et j'ai plus besoin du Zytiga. Et allez expliquer que vous allez remplacer un médicament à 3 000 € par mois ou 10 500 $ aux États-Unis par des feuilles de menthe fraîches. Oui, vous passez pour un rigolo. Non, ils ne veulent pas écouter. Oui, mais parce qu'ils vous disent que vous êtes un illuminé. Voilà, je suis un illuminé, mais ça marche. L'illuminé, ça marche. Donner des feuilles de menthe à quelqu'un qui a de la barbe, à une femme qui a de la barbe, elle n'aura plus de barbe. Donc, voilà, c'est tellement un refus d'écouter. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est ce que Laurent Schwartz redécouvre, c'est que la médecine d'avant Big Pharma savait tout ça. Le bleu de méthylène, c'est le plus vieux des médicaments. Ce n'est pas Laurent Schwartz qui a inventé le bleu de méthylène. Laurent Schwartz dit que si on prend du bleu de méthylène, on soigne. Ou plutôt, on freine. On freine, on détruit. Bien sûr, je ne prends rien pour argent comptant. Je vous l'ai dit, je suis le porte-parole de personne. Je n'écoute personne. J'entends, mais je n'écoute pas. Il y a une nuance. Vous fabriquez votre propre conviction. Et donc, j'ai
regarder qu'est-ce qui se passe avec le bleu de méthylène à travers le monde. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, il y a des essais thérapeutiques pour soigner les leucémies avec du bleu de méthylène. Donc ça veut bien dire que pour les Américains... Pour certains Américains, non, ça vaut le coup. Pour la FDA, c'est des recherches officielles. C'est pas un illuminé quelconque. C'est la FDA qui fait des recherches pour voir l'effet du bleu de méthylène sur les cellules du cancer dans un cancer du sang. Donc moi, bêtement, avec mon raisonnement qui ne suis pas médecin, je me dis, si le bleu de méthylène est censé tuer les cellules du sang d'un cancer du sang, pourquoi il ne tuerait pas les métastases du cancer qui se baladent dans le sang? Bon, enfin ça, effectivement, j'imagine que vous avez fait vos propres déductions. Mais j'ai fait mes déductions et je reprends. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que mon PSA a encore descendu? Est-ce que c'est pas ça? Je n'en sais rien. Je dis, je fais tout. Je fais tout. Mais ce que je peux affirmer, c'est que le bleu de méthylène, le traitement métabolique m'ont amélioré ma situation. Ça, je peux parce que vous le vivez parce que je dans votre vécu, corps. Et puis, le reste, je le faisais avant. Et puis vous avez des résultats d'analyse. Et tout le reste, mes suppléments, mon jeûne et tout, je l'ai fait avant. Et j'ai eu une amélioration. Mais depuis que je prends ça, j'ai encore des améliorations. Donc, ou alors, il faut refuser l'évidence. Et donc, selon vous, les médecins ne seraient pas prêts à entendre ce genre de choses? Non, il faudrait vraiment qu'il y ait une chaire dans les universités pour expliquer que des professeurs comme Thomas Seyfried, des docteurs comme Laurent Schwartz, des docteurs dont je ne peux pas citer le nom au Brésil, parce qu'ils sont encore pires là-bas, et c'est tout juste s'ils ne le tuent pas. Voilà, mais il y en a dans le monde entier. J'ai un de mes amis actuellement, un nouvel ami, qui est en Allemagne, en train de voir là-bas un professeur qui fait ce genre de choses. Vous avez des quantités de moyens différents, métaboliques, employés par des médecins à travers le monde et qui ont des succès phénoménaux. Et un refus complètement inexplicable d'entendre de nos gouvernants. Inexplicable. Alors, on se pose des questions. Est-ce que c'est parce qu'ils se disent « Oulala, vous vous rendez compte, on sauve 200 000 personnes par an de plus. Mais comment on va payer leur retraite ?» Non, mais je pense qu'il y a des vrais problèmes ça bouscule tellement les dogmes que personne n'est vraiment prêt à prendre le risque. Et puis, vous avez quand même un ordre des médecins qui est très puissant, notamment en France, et qui sanctionne immédiatement toute dérive sur le discours officiel. Alors, ma position, où là aussi, je le répète haut et fort, je ne parle pas au nom de qui que ce soit, en particulier pas de Laurent Schwartz, parce que Laurent Schwartz a du respect pour les institutions françaises. Tout à fait. Je n'ai aucun respect pour les institutions françaises qui ne font pas leur travail. Alors pour moi, ce que je vois, c'est que le Conseil de l'ordre, je dis chapeau quand il blâme quelqu'un, un médecin qui fait des attouchements sexuels à un gosse. Ou des charlatans, parce qu'il y en a quelques-uns. Mais je le blâme encore davantage quand il brime des médecins, des gens, parce qu'ils ne sont pas dans les clous. Le Conseil de l'ordre a été fait à l'époque de Vichy par Pétain. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont gardé la même manière de faire. C'est lourd de conséquences. Ce que je dis, je le pense sincèrement. Parce qu'un tel aveuglement ne peut pas être simplement « oh, je ne sais pas ». Vous arrivez devant un juge, au tribunal, vous dites « ah, je ne sais pas », quand il y a tellement d'évidence, de preuves, le juge rigole.
Eh bien, non. Conseil de l'ordre, il continue, il continue. Alors, à ce sujet-là, il y a des gens qui sont brimés plus que d'autres parce qu'ils ont, voilà, encore quelque chose où on n'est pas d'accord avec Laurent Schwartz. Laurent Schwartz, je le répète, est respectueux de toutes les administrations. Et je ne suis respectueux que des administrations qui le méritent. À savoir, quand on s'attaque à un Henri Joyeux, eh bien, j'ai répondu ce que moi je pense. Henri Joyeux, je ne dis pas qu'il détient la vérité, personne ne détient la vérité, mais tout le monde détient un petit bout de vérité. Et refuser d'écouter ce petit bout de vérité, c'est un drame pour des centaines de milliers de gens qui meurent. C'est être sectaire. C'est être sectaire. Alors, je leur propose d'écouter une chanson de Jean-Jacques Goldman, Si j'étais né en 17 à Leidenstadt. Je ne sais pas si vous la connaissez. Que disent les paroles? Les paroles disent clairement: qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous étiez né en 17 à Leidenstadt, sous un régime qui est devenu Hitler, etc. Est-ce que vous auriez considéré que Hitler avait raison, qu'il fallait suivre, ou il fallait se révolter? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le Conseil de l'ordre, c'est la période de Pétain. Il ne fait pas son travail. Sur ce sujet? Sur ce sujet, absolument. Est-ce que vous pourriez conclure en vous adressant à nos spectateurs qui sont malades aujourd'hui, et comme vous n'avez pas le droit de donner des conseils, donc vous n'allez pas le faire, mais quel est le message final que vous voudriez leur envoyer, tous ceux qui sont finalement en recherche de solutions, qui sont désespérés, qui souffrent, dont les proches souffrent? Quel est le message que vous avez envie de leur envoyer aujourd'hui? Effectivement, je le fais depuis longtemps. Vos oncologues ne sont pas des dieux. Ils ne savent pas plus que les autres. À vous de faire vos recherches, à vous de décider ce que vous voulez faire pour vous. Et ne laissez pas les autres choisir pour vous. Eh bien, merci Guy, c'était passionnant et émouvant. Merci. Et donc, ça venait du fond du cœur. Eh bien, j'attends avec intérêt la suite en mars. Je vous contacte en mars et je vous envoie mes résultats. Et puis au mois d'août. Voilà. Merci encore. Merci encore. Merci d'être venu.